Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'API hooking en 64 bits en mode user. Donc le but de l'API hooking, ça va être de détourner les appels des API Windows par exemple vers une fonction de remplacement qui va être la nôtre pour après retourner à l'API qu'on a voulu hooker. On va pouvoir l'utiliser de deux manières différentes, soit de manière offensive, soit de manière défensive. De manière défensive, un antivirus, une sandbox permettant d'analyser les appels des API pour comprendre le fonctionnement d'un logiciel. Ça, c'est totalement de manière défensive et ça peut être très intéressant pour comprendre le fonctionnement d'un programme ou pour détecter des actes malveillants. Et aussi, on peut l'utiliser de manière offensive puisqu'on va pouvoir bypasser certains antivirus avec cette technique-là. Ou alors, on va pouvoir détourner les données qui transitent par ces API, récupérer des mots de passe, tromper aussi le logiciel en répondant de fausses informations. Il y a toute une palette de choses qu'on peut faire qui peuvent être utilisées à bon ou mauvais escient. Aujourd'hui, on va donc, comme je l'ai dit, on va faire de l'API 64 bits sur Windows. Il faut savoir que la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode la plus bourrin. On ne va pas s'embêter à faire quelque chose de vraiment complet. Le but ici, c'est vraiment d'introduire le sujet de l'API hooking, qui est un sujet qui peut être assez vaste, qu'on peut faire soit d'ailleurs en kernel, depuis le kernel, depuis un driver, soit depuis l'user mode, comme on va faire là. Il y a plusieurs techniques. Le but ici, c'est pas d'avoir la technique la plus fiable, la plus belle. Ça va être simplement de montrer le principe de fonctionnement et en 64 bits parce qu'on trouve beaucoup d'exemples en 32 bits mais peu en 64. Alors la difficulté du 64 bits, c'est simplement qu'on ne peut pas faire de jump relatif sur notre fonction à nous puisque un jump relatif va être limité dans une certaine plage d'adresse mémoire. Donc on va soit pouvoir aller chercher une fonction qui est à nous 2 gigas au-dessus de là où on se trouve ou 2 gigas en dessous, ce qui fait un espace total donc de 4 gigas. Cependant, en 64 bits, on peut très bien dépasser cette plage-là. Donc on ne peut pas directement faire un jump relatif, on va être obligé pour faire les choses bien de passer par une fonction dite trampoline. Donc on va scanner la mémoire, on va trouver un emplacement libre qui est dans cette plage mémoire des 2 gigas, donc 4 gigas au total. On va y poser notre fonction trampoline là et elle va servir de relais pour pouvoir appeler notre vraie fonction à nous où on va pouvoir travailler. Cependant ici, c'est pas ce qu'on va faire. C'est une technique avec la fonction de trampoline qui est très intéressante, mais il faut beaucoup plus de temps pour pouvoir le faire. Il va falloir désassembler le code également pour recopier le prologue de la fonction qu'on veut hooker. Et s'il y a jamais des sauts ou des choses comme ça, modifier le code pour que tout aille bien et que tout se passe bien. Là, nous, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple pour l'exemple. On va simplement faire un jump absolu. Donc on va faire un move RAX, l'adresse de notre fonction, et un jump sur RAX. Pour le proof of concept qu'on va faire là, ça fonctionnera et ça sera une bonne introduction à ce qui est l'API hooking. Donc j'ai créé un petit projet Visual Studio. Dans un premier temps, on va faire un exemple en hookant notre propre processus et dans un second temps, on va faire une DLL qu'on va injecter dans un processus autre pour détourner l'appel d'une API de Windows. Donc le but est très simple, on va aller récupérer l'adresse de la fonction qu'on veut hooker. En l'occurrence ici on va utiliser MessageBox. Donc pour ça, getProc adresse getHandle module user32.dll et le nom de l'API MessageBox A. On va enregistrer cette adresse dans cette variable là.
Maintenant qu'on a l'adresse, on va simplement sauvegarder les premiers octets de cette fonction et on va réécrire les premières instructions. Donc là, je ne m'embête pas en vérifiant les codes retour des fonctions, ce n'est pas le but de la vidéo, c'est juste un proof of concept pour voir comment ça fonctionne. Alors, dans la fonction setHook, donc on va d'ailleurs faire void, on s'en fiche. Alors, je déclare une variable, on le protect. Pour pouvoir réécrire des octets à l'adresse de l'API MessageBox, de la fonction MessageBox, on va devoir d'abord changer la protection de la mémoire qu'il y a dessus. Donc virtual protect l'adresse MessageBox. Alors on va nous simplement se concentrer sur les 12 premiers octets, puisque le but ça va être d'écrire ce code là. Hop là. Move RAX, l'adresse de AR MessageBox de notre fonction, et un JMP RAX. Et ça prend 12 octets pour faire ça. Donc VirtualBox 12 octets. On va exécuter, lire et écrire. On sauvegarde les anciennes données et à partir de là, on va recopier dans notre variable ici là de 12 octets, dans notre espace, on va recopier les octets qui se trouvent actuellement. Donc on va copier un double D-word et un D-word. Plus 8. Plus 8. Et maintenant, on va réécrire les premiers octets, les 12 premiers octets. Donc pour ça, on va faire byte ça p message box. Donc les op codes. Donc plus 1 B8. Ici, du coup, on a notre move RAX XX. Plus 2. Et ici, on va copier l'adresse. Donc, comme on a un 64 bits, c'est 8 octets. Donc, AR message box. Et ici, on va effectuer le jump 10. 11, FF et E0. Et ici, on a notre jump RAX. On remet l'ancienne protection sur la zone mémoire. Ça et ça. Et là, on vient de réaliser du hooking. Maintenant, quand on va appeler MessageBox, on va tomber sur moveRAX, notre adresse, jumpRAX, et on va sauter ici dans notre fonction. Si d'ailleurs ici, je mets printf appel vers MessageBox détourné, et on va afficher le texte qui devait lp texte. On place notre hook et on appelle MessageBox A0 test test. Ça, c'est pour les boutons. On retourne
0. Et donc normalement si j'ai rien oublié, ça devrait le faire. Get module handle, on va quand même préciser. Voilà. Donc je lance le programme. Et comme vous pouvez le voir, à la place de la message box, on a eu un appel vers notre fonction qui a logué l'appel API. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de pouvoir, depuis cette fonction-là, quand même appeler MessageBox si on veut, pour que ça soit transparent. Donc pour ça, on va déclarer une R, on va appeler MessageBox et on va repasser en paramètre nos données, LP texte, LP caption, hop là, type. R, retourne ici R. Et pour pouvoir appeler la vraie API, il va falloir qu'on supprime notre hook. Donc on va appeler la fonction delete hook. Et dans cette fonction-là, on va simplement remettre les anciens octets qu'on avait précédemment sauvegardés. Hop là. Et là, on a juste à inverser ça. Comme ça. Ici, ça, on n'en a pas besoin. Et là, on a remis nos octets qu'on avait sauvegardés. Donc, on peut réappeler l'API sans aucun souci. Si j'exécute le programme, donc comme vous pouvez le voir là, le programme a bien appelé MessageBox qui a été détourné vers notre fonction ici. Et nous, on a réappelé la vraie fonction en changeant au passage le texte ici du titre de la MessageBox. Le but est atteint. Donc maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va vouloir hooker un vrai processus. Donc on va prendre pour exemple Notepad et on va aller hooker la fonction createFile pour voir tous les appels à createFile qu'il fait et tous les fichiers qu'il ouvre pour savoir ce qu'il fait. Donc pour ça, on va créer ce même programme ici dans une DLL qu'on va après aller injecter dans le processus de Notepad et on va hooker comme ça les fonctions du processus. Alors j'ai préparé pareil une simple DLL et là on va faire exactement le même principe. Donc on va recopier delete hook et set hook. Hop là, sauf que ici c'est byte p create file, une fonction. La fonction elle est ici AR. Hop là. On remplace tout ça. Hop là. On va recopier le tableau de nos octets. Donc là, ici, on est prêt à hooker en fait la fonction createFile. Dans la fonction createFile, alors là, ça va un tout petit peu changer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dword rw et on va inscrire tous les appels de cette fonction-là dans un fichier texte. Donc delete hook. On va déclarer ici hfl log. Hop là. Create file.
Alors je précise encore une fois que rien n'est optimisé et je vérifie pas le retour des fonctions. Mais là, c'est vraiment pour montrer comment ça fonctionne. C'est pas pour faire quelque chose vraiment de fiable et de stable dans le temps. C'est pas le but. Fiel happen data 0, hop là, 0 open always 0 et 0 one file HFL, hop là. Et on va loguer simplement le nom, l'adresse du fichier qui veut que Notepad essaye d'ouvrir. LP file x2 rw0. Et puis on va rajouter nous simplement rn 4 octets, parce que ici là on est en Unicode, c'est pour ça que je double en fait le nombre d'octets. Close handle HFL. Et ici, on appelle notre vraie fonction create file, donc lp. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que hop. Hop là. Voilà. Ici, on refait le set hook. On le remet en place. Return R. Et ici, on va appeler make hook. Et dans make hook, on va simplement aller récupérer l'adresse de l'API qu'on veut hooker, qui est create file. P create file getProc adresse getModule handle kernel base. Alors il faut savoir que depuis avant c'était dans kernel 32, mais depuis Windows Vista je crois, Windows 7, ils ont commencé à déplacer toutes les fonctions et maintenant ça se trouve dans le kernel base en fait. Et tout le reste en fait c'est simplement des jumps justement sur kernel base. Donc si on veut hooker la fonction, comme en plus on utilise ici un jeu d'instructions qui représente 12 octets, il faut vraiment qu'on aille au plus proche de la vraie fonction, parce que sinon on va réécraser beaucoup trop de choses et ça va faire planter les programmes. Bref, create file w et ici, hop là, on pose notre hook. Donc normalement notre DLL, elle devrait, c'est bon, elle a compilé. Donc du coup, quand la DLL est attachée à un processus, cette fonction est appelée, on récupère l'adresse de create file. Après, on appelle notre setHook ici qui va aller sauvegarder les premiers octets de la fonction. On va aller remplacer ces octets-là par un mov rax, notre adresse jump rax. Et ensuite, quand notre fonction à nous est appelée, on supprime notre hook, on crée nous un fichier où on va loguer les appels de fichiers là. On appelle la vraie fonction createFile sans hook, on récupère son retour, on repose notre hook pour le prochain appel et on retourne la réponse que createFile nous avait donnée. Et ici, à la place de ça, on va devoir injecter notre DLL dans le processus Notepad.
Alors là, c'est pas le but de la vidéo, donc c'est pareil, on va faire quelque chose. Il y a plusieurs manières d'injecter du code dans un processus. Là, on va simplement faire une technique toute simple avec un create remote thread qui va nous permettre de créer donc un thread et de l'exécuter. Donc je vais recopier du code, ça va aller plus vite. Donc ça, c'est le nom de notre DLL. Et on va créer un nouveau processus avec Notepad. Ici, on va allouer de la mémoire pour qu'on puisse y déposer le nom de notre DLL. Et après, on va aller chercher l'adresse de Loud Library et on va créer un thread avec ça. Je compile toute la solution. Là, ici, on a notre exe. Hop là. Je nettoie. Ici, on a notre exe. Et ici, on a notre DLL. Si j'exécute le programme, on a Notepad qui s'ouvre. Ici, on voit qu'on a un fichier log hook2 qui a bien été créé. Si je vais ouvrir un fichier ici, on voit que ça a bien été logué par notre programme. Donc l'API hooking fonctionne. Voilà. Donc par exemple, typiquement l'API hooking va permettre de pouvoir justement traquer et tracer certains appels système, certaines API de différents programmes. On va pouvoir faire de l'analyse de malware, on va pouvoir faire plein de choses en fait, aussi bien des bonnes choses que des mauvaises choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une simple présentation. C'est pas du tout, c'est juste pour vous montrer qu'en fait c'est pas si compliqué de faire de l'API hooking. Après, bien sûr, c'est un domaine qu'il faut creuser. Là, c'est une méthode bourrine que je vous ai montré, mais qui fonctionne comme ça pour faire un proof of concept. Ça ne fonctionnerait pas avec des programmes avec beaucoup d'appels, etc. Et on aurait plein de soucis. Mais ça permet de montrer comment ça fonctionne, ce qu'est l'API hooking, parce que c'est tout le temps, c'est vraiment ce principe de base qui est réutilisé et qu'il faut simplement améliorer. Donc si ça vous a intéressé, dites-le en commentaire et éventuellement on fera d'autres vidéos sur cette série-là de l'API hooking. Pourquoi pas faire aussi de l'API hooking depuis le kernel, on pourrait voir ça. Donc avec un driver, on peut imaginer plein de choses. Dites-le dans les commentaires et on verra ce qu'on fera. À très bientôt.